Bonjour Julie Garnier. Excusez-moi, je crois que c'est votre micro que je n'ai pas ouvert. Julie Garnier, vous avez trouvé facilement nos locaux? Bah oui. Bon, on espère quand même après les élections, vous reviendrez de nous voir Ah bah avec plaisir. pour faire le point. Moi quand on m'invite, je viens, hein. Bon. Alors justement, faisons un premier point. À 3 jours de ce premier tour du 10 avril, comment on se sent à l'Union populaire? Ah, on se sent plein d'espoir. Oui. On se sent plein d'espoir parce que, vous savez, je crois que ça fait 5 ans qu'on nous prépare mentalement à revivre le second tour de 2017. Mm. On nous met sur tous les tons Macron, Le Pen, Macron, etc. Et beaucoup ont dit que la gauche n'avait aucun espoir. Et je crois que justement, nous faisons la démonstration qu'il y a au contraire une troisième voie, qu'il y a un véritable espoir, que non, on n'est pas condamné à vivre l'extrême marché ou l'extrême droite. Et je crois que c'est cet espoir que nous incarnons à travers notamment cette union populaire qui rassemble non pas que les soutiens de la France insoumise, mais largement autour, avec Aurélie Trouvé, avec Thomas Porte, avec des communistes, avec des écologistes, avec des artistes, avec des intellectuels, enfin je ne vais pas faire la liste tellement qu'elle est longue, mais je pense aussi à toutes les personnes des luttes qui font partie de l'Union populaire, qui sont là et qui espèrent justement cette troisième voie dont en fait nous avons tous besoin. Parce que ces 5 années, elles ont été marquées par l'augmentation de la haine, vraiment. Elles ont été marquées par l'augmentation des inégalités, plus que jamais. Et je crois que on n'a pas envie de ça. On n'a plus envie de ça. On ne peut pas se dire qu'on est condamné à vivre que ça. Et donc, voilà, c'est cette troisième voie que nous incarnons et j'espère, je le souhaite, en tout cas on fait tout pour qu'elle soit au second tour. Alors évidemment, vous espérez que Jean-Luc Mélenchon sort au second tour, mais est-ce qu'il n'est pas un peu fatigué parce que, comme vous le savez, il est parti quand même très tôt, même si c'est la tortue sagace, mais quelque part, comment vous le sentez là à 3 jours? Ah, je crois que c'est possible parce que vous savez, on fait beaucoup de porte-à-porte, on fait beaucoup d'actions sur le terrain et on voit que les gens euh, se disent on ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, euh, vous le savez parce que vous vivez comme moi en Seine-et-Marne, vous voyez ces déserts médicaux. Vous voyez que quand vous êtes malade aujourd'hui, eh bien, on est plus en train de vous expliquer c'est votre faute si vous êtes malade, plutôt que vous expliquer comment est-ce qu'on va faire pour avoir plus de médecins, comment est-ce qu'on va faire pour éviter ces heures d'attente aux urgences. Non, à chaque fois c'est toujours vous le coupable. Et d'ailleurs, si vous allez aux urgences maintenant, on vous fait payer un forfait. Parce que vous n'êtes même pas capable, vous vous rendez compte, d'avoir un médecin traitant. Voilà l'hypocrisie de ces gens. Et je crois que dans nos quotidiens, on n'en peut plus. Et les services publics, ce sont ceux qui nous ont fait tenir pendant les crises et ce sont ceux qui justement sont le plus attaqués par Emmanuel Macron. Et non, on a besoin de nos services publics. On Qu'est-ce a que vous besoin... allez apporter de mieux que ce qu'a proposé Emmanuel Macron pendant ces 5 dernières années? Parce que c'est toujours comme ça. Avant les élections, on promet, et puis après, on retombe dans, dans le quotidien de tout chef d'État, qui a du mal à reformer. Eh bien, je crois que déjà, on aura l'honnêteté de dire, déjà notre programme, mais aussi de dire aux gens, nous, on vous donne le droit de nous virer si on ne fait pas notre programme. Entendez bien, on vous donne le droit de nous virer. Et ça, je crois que personne d'autre que nous ne dit cette proposition. Et on le fait à travers la 6ème République et ce qu'on appelle, dans un jargon un peu technique, le référendum révocatoire. Le référendum révocatoire, ça vous permet à vous, à chacun, de dire écoutez, là on vous a élu pour un programme, vous faites pas du tout ce qu'on vous a demandé de faire, donc maintenant ça suffit, dégagez. Voilà, Le dégagisme. de dégager, d'être viré, parce que je pense qu'on souffre de ça dans notre pays où justement on a des politiciens qui font des campagnes, qui se rappellent que tiens, finalement, faudrait peut-être augmenter les fonctionnaires juste avant, que tiens, peut-être, faudrait baisser le prix de l'essence, mais qui, une fois élus, font tout l'inverse, et je pense notamment effectivement à Emmanuel Macron. Donc, cette 6ème République, c'est la garantie pour les citoyens d'exercer un véritable contre-pouvoir citoyen. On a besoin de ce contre-pouvoir, parce que la démocratie, ça doit être ça. C'est le pouvoir au peuple et pas le pouvoir dans quelques-uns. Et on voit qu'Emmanuel Macron accumule scandale sur scandale depuis ce quinquennat. Et là, on en voit encore dans les dernières heures de ce quinquennat, encore des scandales qui éclatent.
encore McKinsey, Rothschild, ou encore là dernièrement le cabinet Roland Berger. Bref, ça suffit de ces histoires-là. Ça suffit de cette corruption-là. À un moment, il va falloir qu'on comprenne que cette 5e République, elle est à bout et qu'on a besoin d'une 6e République. Et oui, pas que d'une 6e République, mais aussi de nos services publics. Et donc là-dessus, bien évidemment, on fait des propositions. Mais je veux vous en donner une parce que vraiment, je pense qu'elle est symptomatique de la Seine-et-Marne. D'accord. La Seine-et-Marne, c'est l'un des départements où il y a le plus de déserts médicaux. Le plus. Donc nous, qu'est-ce qu'on dit ? Si les services publics sont essentiels, alors ils doivent être proches des gens. Donc on demande à ce que tous les services publics essentiels, et je dis bien tous les services publics essentiels, ne soient pas à plus de 15 voire 30 minutes des gens. C'est-à-dire que si vous avez besoin de voir un médecin, l'éducation, les lycées, dans notre département, il y a des lycéens qui font plus d'1h30 de route. 1h30 de trajet pour aller dans les lycées. Vous vous rendez compte ? Donc ça veut dire 3 heures par jour. Ça suffit. Ça suffit de cette maltraitance organisée de notre quotidien. Donc, il faut des écoles, il faut des lycées, il faut de l'enseignement supérieur, il faut de la culture, il faut de la communication. Bref, tout ça, si c'est essentiel, alors ça doit être proche des gens. Mais on va vous rétorquer que vous avez les moyens, le budget n'est pas extensible. C'est ce qu'on va vous rétorquer. Et vous répondrez quoi ? Oui, on a les moyens. Parce qu'il faut aussi arrêter de faire croire aux gens qu'il faut toujours se serrer la ceinture quand on a 5 personnes dans notre pays qui ont autant que 27 millions de personnes. Vous vous rendez compte ? 5 personnes autant que 27 millions. C'est l'explosion des inégalités. Donc c'est toujours la même chose. Il y en a certains qui s'en mettent plein les poches et on demande toujours aux mêmes de se serrer la ceinture. Ça suffit. Et d'ailleurs, on est les seuls, je dis bien les seuls, à avoir fait une émission de chiffrage pendant plus de 3 heures avec des journalistes qui ne sont absolument pas de la France Insoumise. Je pense notamment à Pascal Perry. Pour ceux qui suivent LCI, je pense que vous savez que Pascal Perry n'est pas un insoumis. Eh bien, nous en avons invité plusieurs, des journalistes, pour justement confronter notre chiffrage par rapport à leurs questions. Et nous avons été les seuls. Et nous en sommes sortis parce que justement, nous avons un chiffrage précis. Non seulement nous avons un programme, mais en plus, nous avons décliné notre programme en plan. C'est-à-dire que il y a le programme, c'est-à-dire il y a la base, il y a ce que nous allons faire, ce que nous annonçons, mais il y a aussi des plans qui disent comment est-ce que nous allons appliquer notre programme et donc comment est-ce que nous allons le chiffrer. Je crois que nous sommes les seuls à avoir fait ça, ce qui montre le sérieux de notre programme. Et je le dis à ceux qui nous écoutent, je le dis, ceux qui vous expliquent qu'on peut continuer comme ça sont ceux qui vous amènent droit dans le mur. Nous n'avons pas les moyens de continuer comme ça parce que tout ça se fait au sacrifice de nos vies. Tout ça se fait au sacrifice de nos vies. Donc, vraiment, il va falloir qu'on comprenne qu'il faut passer à une bifurcation écologique et sociale. La sixième République, je l'ai gagnée. Mais restons un petit moment sur ces derniers moments de campagne. Est-ce que vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas eu cet échange, ce débat entre Mélenchon, Macron ou Marine Le Pen ? Mais je crois que honnêtement, tout démocrate qui se respecte doit le regretter. Enfin, vraiment, le débat, c'est l'essence même d'une démocratie. C'est de pouvoir confronter les idées, c'est de pouvoir rendre des comptes. Mais aujourd'hui, ils font tout pour ne pas rendre des comptes. Et je pense à Emmanuel Macron. Il fait tout pour ne pas rendre de comptes. On vous a reproché aussi, des fois, quand on attendait Jean-Luc Mélenchon, qu'il envoie des seconds couteaux. Notamment au dernier débat de France, de France 2, où il a envoyé M. Catenens. Mais nous ne refusons pas le débat. Oui. Nous envoyons justement plein de personnes. Ceux qui nous disent que, oh là là, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon chez vous. Mais je crois que justement, nous faisons la démonstration qu'il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon chez nous. Au contraire, nous avons toute une génération qui est là, qui est prête à gouverner. Et donc, il y a Adrien Quatennens, mais il y a aussi Mathilde Panot. Je pense aussi à Manon Brie, à Manuel Bompard, à Clémentine Autain, à François Ruffin. Enfin bon, vous voyez tous ces visages qui ont émergé en 5 ans, que les gens connaissent quand je dis ces noms. Je pense que ça parle à certaines personnes, où on voit cette génération qui est là, qui est prête à gouverner et qui justement va le faire de manière différente. Et je crois que ça fait du bien aussi à la démocratie et à la politique en général d'avoir ces nouveaux visages et de montrer que non, cette politique, elle n'appartient pas à une certaine élite. Non. Moi, vous voyez, je viens d'un quartier populaire. J'ai grandi à Évry. J'ai été dans un collège ZEP. Et donc, je n'ai pas une formation, je ne suis pas formatée pour être politique. Mais j'ai envie, voilà, de ne plus laisser cette politique à cette corruption qui existe. Je veux une autre politique, je veux une 6e République, je veux que maintenant on fasse passer la priorité, le quotidien des gens. Et aussi, je pense qu'il faut en dire un mot, nous n'avons que 3 ans.
Nous n'avons que 3 ans pour bifurquer. C'est pas nous qui le disons, c'est le GIEC. Nous n'avons que 3 ans pour penser à l'avenir de nos enfants. Si je suis là aujourd'hui, c'est beaucoup pour mes enfants. Parce que je pense à leur avenir. Parce que je ne veux pas que... Voyez, mon plus grand, il a 12 ans. Je ne veux pas qu'à 12 ans, on lui dise maintenant, c'est l'apprentissage ou c'est l'orientation et tu dois déjà savoir ce que tu sais faire. Et puis, tu vas le faire jusqu'à je ne sais pas quel âge parce qu'en plus, on te promet une retraite à 65 ans minimum. Minimum. C'est-à-dire que quand on vous dit l'âge de départ à la retraite, c'est 65 ans, attendez-vous à faire plus derrière. Qui peut vouloir ça comme avenir à ses enfants? Qui? Ceux qui, bien sûr, ont les moyens de s'éviter ça. Voilà. Et de se dire, eh bien, tout ça, ça sera pour le peuple, pour la plèbe, pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour les autres. Alors, un mot quand même, du côté qu'on regarde les abstentionnistes, il y a beaucoup de jeunes. Avez-vous un message particulier envers ces jeunes? Vous avez commencé à l'évoquer avec cette orientation en professionnel dès l'âge de 12 ans, pour laquelle vous avez réagi. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils ne sèchent pas les urnes ce dimanche? Ce qui vous arrive n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix politiques qui ont été faits. Vous voyez, moi, j'enseigne dans un lycée à Champagne-sur-Seine. Champagne-sur-Seine, c'est pas très loin d'ici. Oui. Eh bien, dans ce lycée, il faut savoir qu'il y a des jeunes, des classes, qui, depuis le 27 septembre, n'ont pas eu un prof de lettres, un prof d'histoire, alors qu'ils ont le bac à la fin de l'année. Voilà. C'est ça, la réalité de ces jeunes. Et surtout en lycée professionnel, alors qu'on a besoin de passer à la bifurcation, on a besoin de plein de jeunes d'un haut niveau de qualification, eh bien on voit qu'ils se serrent la ceinture et que déjà ils sont pris. Ils sont pris dans des considérations, dans des problèmes financiers. Et en plus, dans nos quartiers populaires, il faut voir à quel point il y a des ravages. Il y a des ravages. Quand on parle par exemple des services publics, je vais penser à un service public, peut-être que les autres candidats n'en parlent pas, mais moi je vais en parler. Je parle de la Française des Jeux et des paris sportifs. Vous savez, les paris sportifs sont en train de faire un ravage, un carnage parmi nos jeunes dans les quartiers populaires. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce que ça ne concerne pas ceux qui ont décidé de la privatisation de la Française des Jeux. Aujourd'hui, dans nos quartiers, il y a des jeunes qui ont subi une campagne honteuse et condamnée d'ailleurs de Winamax qui disait « tout pour ma daronne ». Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui se retrouvent dans une spirale de l'endettement parce qu'ils pensent pouvoir, avec les paris sportifs, en jouant, sauver justement leurs parents. C'est pour vous dire à quel point on a des jeunes qui sont déjà conscients de la difficulté, mais qui tombent justement dans les pièges qu'on leur tend, parce qu'ils sont en train de jouer. Quand ils gagnent, ils rejouent. Et quand ils perdent, ils rejouent. Et à 18 ans, on a des gosses qui sont déjà interdits bancaires. Vous vous rendez compte? 18 ans, déjà interdits bancaires. Ce qui montre bien que il nous faut des services publics parce qu'une politique de prévention, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas avec le profit à tout va. Donc il faut des services publics, il faut protéger nos jeunes. Et ce qui leur arrive, c'est le résultat de choix politiques qui à chaque fois vont à l'encontre de leurs intérêts. Ne vous dites pas, les jeunes, que tout ça, c'est comme ça, c'est la résignation. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a d'autres façons de faire. Et quand nous, on propose aux jeunes une allocation d'autonomie de 1 063 €, c'est pour leur dire qu'on a besoin de jeunes qui fassent des études, qui se disent qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous, les jeunes, parce que notre avenir, il passe par vous, forcément. Donc n'abandonnez pas, ne vous résignez pas. On a besoin de vous. Une allocation pour vous permettre d'étudier dans les meilleures conditions et pas vous laisser bouffer par tous ces problèmes financiers qui ne doivent pas vous retomber dessus. Ça ne doit pas vous retomber dessus. C'est à la société d'aider les jeunes. C'est à la société aussi d'aider les anciens. Tout ça, c'est une vision d'un avenir en commun. Parce que la société est faite, on doit avancer ensemble. À tous ceux qui se disent « Ah, c'est la faute de l'un, c'est la faute de l'autre », ça suffit tout ça. On doit avancer ensemble. Parce que c'est comme ça, parce que notre société doit être faite comme ça. Donc, à un moment, il va falloir que les mots, liberté, égalité, fraternité, retrouvent leur saveur, retrouvent leurs moyens. Et vous aimeriez que ce message soit entendu par toutes les forces de gauche, je suppose, parce que comme quand on jette un regard sur les sondages, même si, comme on dit, c'est pas ça le but, mais il y a un trou de souris qui est possible si les forces de gauche rejoignent votre candidat. C'est plus que les forces de gauche. C'est tous ceux qui pensent que la politique, c'est pas fait pour eux. Je leur dis, si la politique n'est pas faite pour vous, dites-vous bien que quand vous faites le plein d'essence, c'est des choix politiques derrière. Quand vous êtes
vous mettez votre papy, votre mamie en EHPAD et que celui-ci doive se battre pour avoir 2 pauvres biscottes, comme on a entendu. C'est le résultat de choix politiques. C'est parce que des gens ont préféré faire du profit plutôt que de faire des services publics, plutôt que de privilégier l'intérêt général. Tout ça, c'est politique. Tout est politique. Et donc, je crois que justement, dans cette campagne, on a essayé de démontrer ça. Sur tous les terrains. Sur tous les terrains. Et donc, quand on parle de blocage des prix, quand on parle de hausse du SMIC, quand on parle des violences faites aux femmes, tout ça, c'est politique. Donc, vraiment, je le redis, quel que soit le sujet qui vous touche, posez-vous les questions. Est-ce que c'est vraiment de l'ordre de la fatalité ou est-ce que c'est plutôt de l'ordre d'un choix qui a toujours privilégié les intérêts de quelques-uns contre l'intérêt général ? En tout cas, Julie Garnier, je vois toute la passion qu'il y a à défendre la position de votre candidat Jean-Luc Mélenchon, hein, donc, qui pour le moment est assez haut, mais comme on dit, l'idéal, ce serait qu'il soit vraiment au second tour, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'avoir partagé votre passion ce matin sur notre antenne. Au revoir. Au revoir.